l'histoire de Brochier-Soieries, c'est une histoire, à mon avis, qui était à l'origine assez banale, dans le sens où il y a eu tellement de sociétés de soieries qui se sont créées, tellement d'ateliers d'impression, tellement d'ateliers de teinture, tellement, etc., qu'à Lyon, c'en était un parmi tant d'autres. C'est mon arrière-grand-père, donc en 1890, qui travaillait dans une maison de soierie. Et donc, en fait, il crée sa propre société de soierie. Brochier, Soieries. C'était assez classique à l'époque. Hein. On choisissait son patronyme et puis on mettait Soieries. Et chacun avait des noms et des noms comme ça. Il y en a plein qui ont existé. Donc, il crée sa société. On fait ce qu'on appelle de la soierie de haute nouveauté, de qualité. Il a dû organiser correctement son activité commerciale. Donc, en fait, la société a été assez florissante assez rapidement. Le personnage qui est vraiment important dans la société, c'est surtout mon grand-père. Et c'est un personnage un petit peu comme ces grands personnages de l'industrie française qui vont véritablement développer la société. Et lui, c'est un visionnaire, c'est un humaniste, c'est un passionné d'art. Et donc, en fait, il va mélanger un petit peu tout ça. Et puis, c'est un grand chef d'entreprise. Donc, en gros, il développe Brochier-Soieries. Il se passionne pour ce métier-là. Il est très impliqué dans toutes les instances du syndicat. C'est lui qui, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, s'implique dans les états généraux sur la soierie, etc. Donc, véritablement, lui, il va insuffler à la société une dynamique très, très forte. Il rentre dans la haute couture comme tous les autres fabricants, bien entendu, puisqu'à ce moment-là, effectivement, les clients sont Chanel, Givenchy, Balenciaga, donc les grands noms de la soierie lyonnaise. Et il développe énormément. Il a une force, et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Brochier-Soieries, qui existe toujours, hein, à travers d'autres structures aussi, c'est de pouvoir rebondir. Et dans ce métier-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à Lyon, il y a ceux qui ont réussi à rebondir, qui sont encore là. Il y a ceux qui n'ont pas réussi à rebondir, puis qui ont disparu parce que ce métier-là, il est parti en Chine, il est parti ailleurs, il s'est organisé différemment, et on voit bien qu'il y a des périodes qui sont des périodes fastes, et puis il y a d'autres périodes où effectivement les sociétés disparaissent les unes après les autres. Une des choses importantes de mon grand-père, c'est qu'il a une société plutôt florissante avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais arrive la Deuxième Guerre mondiale, et là, tout s'arrête. L'usine s'arrête, très compliqué. Il travaille un petit peu pour l'armée pendant quelques temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'usine redémarre, mais à ce moment-là, il n'y a pas de soie. Et donc, en gros, très peu de soie, compliqué. Mon grand-père monte les états généraux de la soierie, réussir à faire attribuer du charbon aux fabricants de soieries. Alors vous imaginez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le charbon était attribué vraiment aux industries indispensables. Et la soierie a été considérée comme une industrie indispensable parce qu'elle était apporteuse de devises. Puisqu'en fait, on vendait beaucoup à l'étranger. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'était un des moyens pour pouvoir faire rentrer des devises. Donc il arrive à insuffler ça, mais on a peu de fils de soie. Et donc à ce moment-là, il va s'intéresser à des fibres qui vont être différentes. Et on va parler de la fibre de verre, qui est une fibre qui est toujours utilisée beaucoup. Saint-Gobain, à cette époque-là, avait développé en fait une nouvelle fibre de verre. Il décide d'essayer de la tisser sur ses métiers à tisser jacquard. Puis il y arrive. Il fait les premiers tissus non-feu. Et ça, c'est un petit peu la révélation, parce qu'en fait, on passe de ce qui était ameublement, habillement, qui est le métier traditionnel du soyeux, à un tissu dit technique qui va servir à autre chose que d'habiller ou de décorer. Alors après, on mélangera souvent les choses, et les premiers tissus qu'ils fabriquent sont des tissus qui sont ces fameux tissus non-feu. Ils déposent des brevets à l'époque, déjà, parce qu'effectivement, on en a besoin. Il y a les grands transatlantiques, les grands bateaux, le Normandie, le Liberté, puis le France, qui sont des bateaux qui sont en rénovation ou qui vont arriver. Et à ce moment-là, ces gens-là ont besoin de milliers de mètres carrés pour leurs bateaux, avec des problèmes de feu. Il y a eu des incendies dans des bateaux, etc. Donc on cherche des solutions pour pouvoir mettre des tissus non-feu. Et il y a une jolie histoire, et c'est là où je me dis que mon grand-père était quelqu'un d'assez original. C'est qu'il habille tout son appartement à Paris de tissus non-feu. Il invite le grand patron de la compagnie transatlantique de l'époque. Et il lui donne un briquet, il lui dit mettez le feu à mon appartement, monsieur. Bien entendu, le feu ne prend pas. Et il lui passe des commandes. Et je crois que la première commande, c'était pour le Normandie ou Liberté. C'était 80 000 mètres. Donc d'un seul coup, les métiers à tisser redémarrent. Et ça, c'est véritablement, ça a été son image de marque. C'est-à-dire qu'il a réussi à ne pas faire arrêter un métier qui, normalement, devait s'arrêter puisqu'il n'y avait plus de soie, les clients étaient un peu partis, c'était très complexe. Plein de sociétés ont disparu.
À ce moment-là, lui a pu redémarrer son activité. Et puis, il se trouve que mon grand-père, qui était fils unique, a eu 10 enfants. L'aîné a repris une des parties, mais les autres n'ont pas voulu être dirigés par l'aîné. Donc, en fait, chacun a pris une partie de la société, ou on a créé d'autres, tous dans ce domaine du textile. Et donc, mon oncle, qui est l'aîné, qui s'appelle Jean, lui a pris la partie tissu technique, l'a porté à des niveaux tout à fait exceptionnels. Mon père, lui, a gardé la partie soierie, donc c'était Jacques. Puis après, mes oncles sont partis sur des domaines d'activité textile, avec des tissus techniques encore, dans le domaine du spatial, dans le domaine de l'architecture textile, dans des domaines très, très pointus. Et donc, en fait, ça a permis, en fait, à la société de rayonner, non pas en silo, mais de manière transverse. Et ça, je pense que c'est aussi une des caractéristiques dans la famille, c'est de se dire, c'est qu'en gros, on a un savoir-faire, on a un outil, cette fameuse mécanique Jacquard, avec des tas d'autres outils autour, mais après, on a une capacité, en fin de compte, à avoir une vision qui est non pas juste en silo, mais qui est transverse. Ça veut dire qu'en fait, on s'intéresse aux autres domaines d'activité pour pouvoir, en fait, utiliser notre savoir-faire dans des domaines qui vont être connexes.